Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être encore avec nous cet après-midi. Donc pour cette nouvelle conférence ou présentation, on va parler d'intelligence artificielle. Alors bon, je pense que vous en avez déjà entendu parler pas mal aujourd'hui, d'accord? Mais là, en fait, on va vous présenter un concept un peu nouveau qui est donc l'intelligence artificielle basée un petit peu sur le génome humain, d'accord? Puisque c'est une plateforme en fait qu'on a développée chez Agaro. Je vais d'abord me présenter rapidement. Donc, mon nom est Eric Fischer. Je suis Head of Sales de la partie Digital Engineering chez Nagarro France. Et je suis accompagné aujourd'hui donc de Jean-Philippe Ancos, qui est notre responsable et architecte innovation, donc qui va lui donc vous présenter cette notion donc Genome AI, comment ça fonctionne, ce que ça peut apporter dans les différents domaines d'activité qu'on a évoqués. Et on va essayer de faire cette présentation de manière un peu disruptive par rapport à des présentations de plateformes ou solutions classiques, puisqu'en fait, on va vous raconter une histoire. On va vous raconter l'histoire de Emma, d'accord? Emma qui va nous raconter une journée classique dans ses différentes activités, et dans ces différentes activités-là, comment est-ce qu'elle bénéficie de l'intelligence artificielle aujourd'hui et de comment est-ce que celle-ci a été mise en œuvre. D'accord? Donc on va essayer de le faire de manière un peu amusante. Mais avant de commencer dans cette aventure d'Emma, dans cette longue journée d'Emma, je vous propose quand même de vous présenter rapidement qui est Nagarro, parce que si je pose la question aujourd'hui, est-ce que vous connaissez Nagarro? La réponse, voilà. Alors, quand on me dit non à cette question, j'ai souvent tendance à répondre, ok, certes, vous connaissez pas Nagarro, mais vous n'imaginez même pas tout ce que vous faites au quotidien, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, où il y a du Nagarro derrière. D'accord? Parce qu'en fait, quelque part, on est les hommes de l'ombre sur le développement de différentes solutions qui sont mises à votre disposition aujourd'hui. Alors, rapidement, l'agenda, mais ça, je l'ai donc déjà présenté. Donc, qui nous sommes aujourd'hui? Donc, en quelques slides. Qu'est-ce que Genome AI? Donc, qu'est-ce que cette nouvelle plateforme, cette nouvelle technologie donc d'intelligence artificielle que nous mettons à votre disposition? Un rapide one more thing, donc qui concerne tout ce qui est technologie de voix, donc par rapport à l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous allez ramener d'aujourd'hui donc comme expérience? Donc, on va pouvoir échanger, questions-réponses, etc. et en savoir un peu plus. Donc, qui est Nagarro? Nagarro est une société qui a été créée en 1996, donc vous voyez que ça date déjà un petit peu. Silicon Valley. Aujourd'hui, on est un peu plus de 19 000 experts au travers le monde. Alors, j'insiste bien sur le terme expert, puisque Nagarro, en fait, est une structure non hiérarchique, c'est-à-dire on n'a pas quelqu'un tout en haut qui va décider une fois pour toutes de la stratégie de l'entreprise. Au sein de Nagarro, chaque individu compte, peut apporter ses idées et donc bâtir une manière de développer un marché. Donc, on est 19 000 présents dans 36 pays aujourd'hui. Et on compte à peu près 1200 clients à travers le monde aussi, avec qui nous entretenons une relation qui est en moyenne de 8 à 10 ans. Donc vraiment, on bâtit de la relation à long terme avec tous nos clients, d'accord? On commence en général avec de petits projets et qu'on va développer de plus en plus. Donc là, vous voyez Nagarro au travers des âges. Donc bien sûr, croissance aussi bien organique que croissance externe. Donc pourquoi? Parce que on se veut pas de réinventer la poudre à chaque fois, donc on préfère effectivement se rapprocher de structures, voire d'absorber des structures qui ont des technologies innovantes, disruptives, qui peuvent nous apporter quelque chose, puisque nous, notre métier, c'est quoi? C'est de proposer des solutions sur mesure pour tous nos clients. D'accord? Et donc pour ça, on se doit de se doter de technologies, de personnes qui sont vraiment aptes à nous aider dans cette avancée-là, pour qu'on puisse proposer les solutions les plus viables à nos clients, aussi bien technologiquement parlant qu'économiquement parlant. Pardon. Voilà, on est bon. Après, c'est également listé au marché de Francfort, etc. Mais bon, ça, c'est anecdotique. Qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà, donc là, il y a plein de bullet points, mais encore une fois, c'est comme on vous l'a dit, on est une société d'ingénierie digitale, donc on ne propose pas de solutions sur étagère. Toute solution qu'on va proposer et développer pour nos clients deviennent ensuite la propriété intégrale de nos clients et ne sont pas réutilisées ailleurs. D'accord? Bien sûr,
On a développé et on s'appuie sur un certain nombre d'accélérateurs pour arriver à ces solutions-là. Par contre, le corps des applications vous appartiennent après. Donc là, comme vous le voyez, on a des compétences aussi bien au niveau de l'intelligence artificielle, heureusement, parce que sinon on serait pas là aujourd'hui. Et ensuite, sur tout ce qui est IoT, sur tout ce qui est cloud, etc. Et comme je vous le disais donc tout à l'heure, on s'appuie sur un énorme panel de partenariats, puisqu'aujourd'hui on en a entre 200 et 300, donc avec les majors et même des structures plus petites en termes technologiques, puisqu'on travaille avec quelques licornes aussi. Encore une fois, c'est parce que on veut s'armer des meilleures solutions qui nous permettent de développer les meilleures solutions possibles. 3 axes principaux donc par rapport à cette activité-là. Donc on va faire ce qu'on appelle de la transformation de business. Alors là, on travaille dans cette activité-là beaucoup plus avec des sociétés en construction ou des sociétés qui veulent changer leur business model. Donc là, on va être capable de les accompagner dans ces changements, de prévoir par exemple quelles seraient les applications à développer dans leur future activité, etc. Après, on a le changement du business aussi. Donc là, c'est si vous avez des applications héritées, etc., que vous souhaitez moderniser, faire évoluer, on va pouvoir vous y aider aussi, d'accord. Et ensuite, une fois qu'on a développé les applications, une fois que tout est en production, je vous rassure, on part pas en courant, d'accord. On reste là, on vous accompagne dans l'évolution, dans la maintenance, dans le support, et on enchaînera sur d'autres projets après. C'est comme ça, effectivement, qu'on a bâti les relations avec tous nos clients. Donc voilà pour qui nous sommes, pour ce que nous faisons. Alors est-ce que déjà peut-être à ce stade il y a des questions, des remarques, ou est-ce que vous voulez entendre ce que fait Emma de sa journée par rapport à l'intelligence artificielle? C'est ça? Ok. Jean-Philippe, je te passe la parole. Allez, merci. Bonjour à tous. Oui, effectivement, chez Nagarro, on fait plein de projets différents. Comme aujourd'hui, et en ce moment, le thème, c'est l'IA générative. On voulait vous présenter une plateforme qu'on a fait qui permet aux entreprises de passer à l'échelle tous ces sujets d'IA générative appliqués à différentes industries. Et quoi de mieux que d'utiliser Emma comme exemple d'une consommatrice qui a plein de passions différentes, qui va partager ses contenus avec ses marques de favorites et qui va être frustrée par son expérience, que ce soit dans le monde physique ou en retail. Quoi de plus énervant que de recevoir des promotions dans sa boîte mail, et d'aller en boutique et de voir qu'il n'y a pas de stock, ou de vouloir faire une commande en ligne et de se rendre compte que ces produits vont être dans 3 magasins, livrés par 3 camions différents. Bref, tout un ensemble de frustrations qui sont liées au fait que les outils ne communiquent pas entre eux. Vous allez avoir tout un ensemble de données qui vont être en ligne, qui vont vous fournir une espèce d'expérience client. Ensuite, en magasin, de la gestion stock, de la gestion de promotion, de la gestion de marketing. Et en fait, tous ces outils ne communiquent pas entre eux. Du coup, votre expérience client est catastrophique parce que vous attendez à avoir quelque chose d'intéressant. Et cette frustration de se dire, OK, je veux acheter ce produit-là, je vais dans mon magasin favori et il n'y est pas. Et donc, l'acte d'achat est bloqué. L'élément aussi très énervant, c'est que pour réussir à faire ce genre de choses, il faut regrouper ces données. Depuis 15 ans, les médias vous parlent en permanence que de big data, de machine learning, ce genre de termes obscurs. En fait, c'est la base de l'intelligence artificielle. Pour être capable de fournir une expérience client enrichie et donc éviter les abandons de panier, éviter la frustration de l'utilisateur, il est très important, comme première étape, de structurer vos données en tant qu'entreprise, de construire des assets de marque, de faire communiquer ensemble vos différents produits pour ensuite être capable de faire parler ces données. Une fois que vous avez réussi à faire parler ces données, restent les données de l'utilisateur. Vous avez les données de stock, de marque, de produits, et vous avez aussi les données que l'utilisateur a consenti, et j'insiste sur le terme consenti, à partager avec vous. Pour ça, prenons un exemple plus précis. Emma, par exemple, elle est fan de sport. Et donc, si on prend l'écosystème sportif pour une marque, on pourrait imaginer 3 profils. Le joueur, le fan et l'expert. Ces 3 profils vont fournir des données durant leurs activités et vont partager des données. Si on prend le cas de Emma, par exemple, elle va avoir des données qui vont être liées à son profil, liées à son activité sur les réseaux sociaux, parce qu'elle va partager sur Twitter, sur LinkedIn et sur Instagram des stories par rapport à des matchs, toutes ces données par rapport aux matchs, les données d'achat, parce que c'est une fan, donc elle va acheter des produits de sa marque favorite,
et de ses usages au quotidien. Toutes ces données croisées de différentes manières vont permettre de fournir de l'hyper-personnalisation. Donc de fournir une expérience utilisateur ultra enrichie qui va la motiver à retourner en boutique, qui va la motiver à acheter avec des conseils vraiment adaptés à ses besoins. Si on zoome en fait sur son profil, on va pouvoir voir qu'il y a 3 grandes catégories. Les données vraiment liées à son profil qu'elle a décidé de partager, les données liées avec un match, parce que sur un match en question, on va savoir comment elle va être présente au match, le nombre de matchs qu'elle a fait, etc. Et les données liées à son historique, parce que le passé et son comportement et sa relation avec la marque va donner énormément d'informations qui, une fois de plus, va permettre de fournir une expérience ultra enrichie. Vous allez le voir par la suite. Et en fait, toutes ces données de profil vont être ce qu'on appelle un deep knowledge graph, donc une base de données, une base de connaissances que l'on va appeler un génome, parce qu'en fait, c'est un petit peu la cartographie d'un profil. Mais Emma, elle est aussi beauty advisor et elle a différentes passions. Elle est make-up artiste. Et donc, fan de sport, les JO arrivent. Elle va aussi s'amuser à faire mêler ces 2 passions de sport et de beauté. Et quoi de plus énervant quand on cherche à acheter des produits en magasin que d'avoir une certaine frustration. Suivant les marques avec lesquelles vous allez interagir, votre expérience client va diverger. Suivant le niveau de technologie, suivant le niveau d'IA qui a été mis en place. Donc je rappelle, vous avez vos données, et de ces données-là, on va les exploiter pour être capable de vous fournir une expérience client. Le niveau 1 de l'expérience client, que vous avez certainement tous dû vivre, c'est une IA prédictive. Typiquement, vous êtes sur le site, vous arrivez sur une page, et on vous dit, tiens, il y a une promotion là sur cet après-shampoing qui va vous fournir, qui va vous intéresser. Souvent, ce sont des règles sur un canal, qui va être le web, WhatsApp, Lime ou d'autres, avec une règle très simple. Je vois que vous êtes intéressé par ça, je te propose la meilleure promotion. Et ça s'arrête là. C'est intéressant car ça fait une augmentation des ventes de 5 à 10%, mais on reste sur un cas quand même assez limité. Dès que vous commencez à mettre un petit peu de machine learning, dont on entend parler depuis un certain temps, que ce soit par des chatbots, par l'interaction avec les gens, on commence à avoir une meilleure expérience. Où là, on va dire, bonjour Emma, je comprends que tu cherches une crème hydratante pour ta peau. Voilà ce que je peux te proposer. Donc on commence à avoir une personnalisation, un début de conversation, mais en restant sur des choses assez simples. C'est-à-dire que on va avoir compris durant l'interaction avec l'utilisateur différentes choses, mais on ne sera pas dans l'hyper-personnalisation. On va réussir à orienter les choses. Et donc c'est le niveau 2 de l'usage de l'IA avec du machine learning et une augmentation des ventes de 15 à 20% en termes de transformation. Et arrive la 3e étape, l'IA générative, dont tout le monde parle en ce moment, où là on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus évolué. Je rentre dans les détails. En fait, on va pouvoir dire cette fois, bonjour Emma, je comprends que tu cherches une crème hydratante. Je sais que c'est pour peau sèche parce que tu as utilisé un objet connecté qui nous a remonté de la data. En ce moment, cet été, ça va être un été qui va être très chaud, donc on peut te proposer une crème particulière. D'ailleurs, on te fait une promotion parce que c'est le moment d'une promotion de 5%. Et en plus, avec notre partenaire qui est très proche, on te propose un soin à proximité. Et voilà. Et donc, on a une expérience qui peut être ultra enrichie parce que Emma nous a partagé des données et donc on peut lui faire profiter de toutes ces données et de tout cet écosystème. Je vais vous les montrer sur un chat, mais en fait, une fois qu'on a mis cette brique d'intelligence artificielle et de modèles génératifs, on va pouvoir le retrouver derrière une application. On va pouvoir le retrouver derrière un site web. On va pouvoir le retrouver derrière un canal de communication comme WhatsApp. L'intérêt d'une application, c'est l'ergonomie. C'est-à-dire qu'on a cette expérience utilisateur textuelle, mais en plus, on va être capable de développer une application sympathique, sexy, qui va permettre de suivre la routine beauté, continuer à remonter de la donnée, et donc être dans un cercle vertueux où on va avoir cette proximité avec les clients. Et donc les clients vont avoir une personnalisation par rapport à leurs besoins, qui ne va pas taper à côté, et vont régulièrement fournir cette information. Et donc c'est très important de gérer ces données, de créer et construire des modèles, mais aussi de fournir une expérience client enrichie. Typiquement, chez Nagarro, on travaille sur des miroirs connectés pour pousser l'expérience jusqu'en boutique, ou ces différentes choses.
Mais pour comprendre un petit peu comment ça marche, il faut comprendre un petit peu pourquoi en ce moment il y a toute une excitation autour de l'IA générative. En fait, en tant que marque, si vous voulez commencer à mettre ce genre de choses en place, que vous avez déjà structuré vos données, ensuite les projets sur lesquels on démarre, ce sont des projets où on va utiliser des termes un petit peu barbares comme RAG, R-A-G. Comment ça marche? En fait, en 2023-2024, ont commencé à apparaître ce qu'on appelle des modèles larges de données. En gros, ce sont des bases de connaissances qui ont appris de l'entièreté du web avec lesquelles on va pouvoir discuter et qui vont pouvoir fournir un certain niveau de conversation. Le problème, c'est que ce niveau de conversation, pour une marque, c'est pas intéressant. Il faut du contexte. Et donc, ce contexte se fait en ajoutant un niveau de cerveau à l'intelligence artificielle, en mettant toutes les informations sur lesquelles la personne est intéressée. Typiquement, je suis sur un site web, je suis en train de regarder un produit, je vais discuter avec une intelligence artificielle en mettant en contexte ce genre de produit. Mais c'est comme notre cerveau, il y a une certaine limite à ce contexte. Au bout de 10 messages, on oublie ce qu'on raconte et on n'est plus pertinent. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises rajoutent de la mémoire à l'intelligence artificielle qu'on appelle le RAG. En gros, vous avez tous des données qui vont être par exemple de la documentation utilisateur, des fiches produits, des tutoriels, ce genre de choses. On va être capable de les fournir comme connaissances à ces modèles larges pour être capable, pour qu'ils soient capables de répondre de manière pertinente à une question. Donc typiquement, j'ai un problème au niveau de ma peau, elle est très sèche, je ne sais pas quoi choisir entre tel produit et tel produit, je voudrais un produit pas trop cher, etc. Eh bien, l'intelligence artificielle va être capable de répondre avec un langage humain, mais avec des connaissances qui vont être recherchées dans les assets de la marque. Et donc les marques, en ce moment, construisent toutes des assets intelligentes, de manière à ce que leur robot soit capable de répondre avec pertinence, tout en restant en langage naturel. Et dans les cas les plus extrêmes, le RAG fonctionne comme une espèce de moteur de recherche très intelligent. Donc ça a ses limites. On va chercher la connaissance et on répond. Mais dans le cas de certaines marques, en fait, on veut carrément augmenter le cerveau de l'intelligence artificielle et donc on va optimiser le modèle. Et donc les marques vont commencer à créer des modèles spécialisés à leurs besoins, en ne mettant que les langues dans lesquelles elles veulent communiquer, avec la connaissance précise qu'elles veulent et en supprimant tous les autres éléments. Et ces assets, elles vont capitaliser dessus de manière à fournir ces éléments intéressants. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que chez Nagarro, on a rajouté une plateforme qui va permettre de regrouper tous ces modèles. En ce moment, chaque semaine, on vous parle de Mistral, on vous parle de ChatGPT, on vous parle de plein de modèles qui commencent à apparaître. Ça part dans tous les sens. Et les marques commencent à être perdues. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois utiliser Mistral parce que c'est français? Est-ce que je dois utiliser ChatGPT? Est-ce que je dois utiliser mon propre modèle? Et en plus, il va y avoir des comportements qui vont être différents. Un modèle ne va pas être capable de tout faire. C'est pour ça qu'on a construit une plateforme qui s'appelle Genome AI, sur laquelle on va pouvoir orchestrer différents modèles en fonction de différents cas d'usage. Voilà. Pour faire du... Voilà. Voilà, j'ai laissé parler. Pour faire du forecasting. Donc, par exemple, on va avoir un modèle qui va être capable de prédire à l'avance quand est-ce que les produits seront disponibles en stock, parce qu'il aura appris de toutes ces données. On va avoir des modèles qui vont être capables de prédire à l'avance les promotions à faire pour les étaler dans le temps. On va avoir des modèles qui vont prédire en fonction du temps, du climat, etc., les produits qui vont le plus fonctionner. Et en fait, on va créer des petits assistants qui vont interroger ces modèles en fonction du contexte dont on parlait précédemment, et vont être capables de fournir une expérience enrichie sur tous ces angles auprès des utilisatrices. Et c'est ce genre de choses qu'on commence à mettre en place pour les marques qui souhaitent, à l'échelle, commencer à proposer une super expérience auprès des utilisateurs. Donc, pour faire ce genre de choses, il faut créer un modèle spécifique, et voilà ce genre de modèle qu'on fait pour Emma, qui va permettre d'avoir de l'hyper-personnalisation pour être capable le plus détaillé possible, savoir que de telles crèmes, en fait, c'est ce genre de typologie de produits qui vont être intéressantes et qui on va stocker dans notre modèle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un modèle n'est pas magique. On vous vend le fait que vous allez injecter vos données et tout va fonctionner, mais il faut quand même structurer vos données de manière à être capable de rebondir dessus et de fournir vraiment quelque chose de qualitatif aux utilisateurs de manière à ce qu'ils soient satisfaits du résultat. Ce dont je vous ai parlé pour l'instant, c'est une expérience B2C.
C'est-à-dire, je suis sur un site, je suis sur WhatsApp, je suis sur différents canaux de communication et je vais avoir une réponse qui soit enrichie. Mais à partir du moment où mon modèle a été structuré, en B2B, on a aussi la même expérience. Moi, commercial, qui souhaite lancer une campagne autour d'un nouveau produit, ayant ces différents profils, je vais être capable de pouvoir discuter avec mon modèle et lui dire, bah voilà, ce produit, quand est-ce que je dois le lancer? À quel prix? Dans quelle quantité? À quel niveau de promotion? Et avec toute cette connaissance, il va être capable de créer un playbook de lancement de ma campagne de produit, de manière à pouvoir étaler dans le temps toutes les actions marketing pour ce produit. Donc une fois que vous avez votre modèle, son usage va être différent. Il va être en B2C ou en B2B, suivant les possibilités. Et donc, ce qui permet d'avoir une connaissance enrichie de toutes vos données. Alors, pour l'instant, tout ce dont je vous ai parlé, ce sont des modèles textuels. Mais il y a aussi des modèles vocaux. Sur Internet, on vous parle de deepfake, on vous parle de plein de choses. En fait, quand vous allez interagir avec les utilisateurs, j'expliquais tout à l'heure que l'ergonomie, l'expérience utilisateur est très importante. Chatter, c'est bien, mais en fait, vous pouvez discuter avec votre voix, avec les utilisateurs, votre voix de marque. Et donc, c'est un autre sujet que nous faisons avec différentes marques, de créer des voix sur mesure qui vont permettre d'interagir avec les gens. On peut imaginer toute la partie call center, où on va avoir cette interaction, mais on peut aussi imaginer publicité, podcast, etc. Ce dont on parle au niveau de la voix, c'est aussi valable pour les images. Là, dans ce cas-là, j'avais le cas de la voix, pour un petit peu vous apporter quelque chose de nouveau. J'ai des démonstrations, mais je pense qu'elle ne marchera pas parce qu'il y a un problème de son. Mais pour vous expliquer le principe, pour entraîner une voix de marque, il faut créer tout un ensemble d'audio qui vont être tous les échantillons vocaux d'une personne. On appelle un artiste vocal. On va entraîner toutes ces voix et ensuite on va avoir un jumeau numérique de la voix qui va être capable de faire du text-to-speech, donc de vocaliser toutes les interactions qu'on a eues par ailleurs. Et les usages sont multiples. Donc par exemple, j'avais converti la voix de Jérôme Colombin, podcasteur français très, très connu, et il est possible de générer des podcasts de Jérôme Colombin avec sa vraie voix dans une qualité vraiment bluffante. Mais c'est un cas d'usage. Un autre cas d'usage, c'est une startup qu'on accompagne qui s'appelle Bref, qui fait des podcasts de méditation. Dans ce cas-là, jusqu'à présent, leur business était de fabriquer des podcasts avec des artistes vocaux qui véhiculaient des podcasts pour être zen, mais à tout le monde. Et ils ont complètement changé leur business model vers un modèle où ils vont faire des podcasts de méditation à la demande, ultra personnalisés. Par exemple, vous leur dites « Oh là là, j'ai mon voisin qui m'embête, j'en ai marre, etc. » En quelques secondes, ils vont être capables de générer un podcast en disant « Non, sois zen, ton voisin est cool, ne t'énerve pas, etc. » avec la voix de l'influenceuse ou du podcasteur lui-même. Parce qu'on arrive à des niveaux de qualité tellement impressionnantes qu'on obtient des choses vraiment sympathiques. L'autre facteur aussi, et on l'a entendu dans les médias récemment, c'est que d'une voix française, on est capable de passer dans 50 langues. Donc j'ai entraîné mes audios dans une voix et je suis capable de la faire parler dans toutes les langues. Vous avez peut-être entendu parler dans les médias de Téléperformance, une société qui fait du call center, qui a perdu 25% en bourse parce qu'un de ses concurrents a sorti une IA générative capable de parler, de remplacer 700 personnes, parlant 35 langues, 24 heures sur 24, et avec un taux de satisfaction client où les réponses aux questions étaient faites en 2 minutes contre 11 pour les humains. Donc vous voyez le niveau de rapidité et la couverture qu'il y a. Donc en fait, la voix est un sujet dont on parle pas souvent, mais qui est un des premiers sujets qui arrive juste après le texte et où on peut faire dire des choses vraiment intéressantes. Ce n'est pas parfait. Ce qui est en train d'arriver par la suite, ce sont des voix avec encore plus d'humanité dans la voix, des changements de ton, ce genre de choses, qui sont en train d'arriver, et aussi des voix adaptées au chat. On parle toujours de cette relation client. Il y a des voix qui arrivent qui sont à la fois intelligibles et en même temps très rapides. Parce que quand on a un chat et qu'on a un long paragraphe, il faut que ça aille vite, on ne peut pas attendre longtemps. Donc il y a toute cette expérience utilisateur qui est en train de se mettre en place. Et donc quand vous pensez des projets d'interaction avec les gens, il faut penser multimodal. C'est-à-dire je vais parler à la voix, je vais parler avec le texte, je vais parler avec des images. L'utilisateur va m'envoyer des images qu'il va falloir que j'interprète. Du genre j'ai ce problème avec ce produit, je l'ai reçu, l'emballage était pas bon, etc. Et j'envoie la photo. Bon bah maintenant on est capable de comprendre la photo, interpréter que c'est la nature du produit, comprendre le texte de la personne et lui répondre de manière intelligente.
et pas le fameux robot dans le passé en disant « Ah, votre problème, c'est peut-être ça, appelez le support client ». Donc voilà ce genre de choses qui arrivent. Et arrivent aussi les avatars. À partir du moment où je fais de la voix, ça veut dire que je peux avoir mon avatar de marque avec la synchronisation des lèvres, avoir le fond de la marque qui va arriver, et donc toute une expérience qui commence à être enrichie. Ce sont des choses qui commencent à arriver de plus en plus. Hop. Alors là, c'est les voix qui jouent, mais j'avance parce que on n'a pas de retour audio. Voilà. Donc grosso modo, pour résumer, si aujourd'hui vous êtes une marque et vous souhaitez vous lancer dans l'intelligence artificielle, ce qu'il faut bien comprendre dès le départ, c'est déjà de structurer vos données. C'est des choses que nous faisons avec pas mal de clients, que nous accompagnons pour justement regrouper, attaquer leurs différents services qu'ils ont mis en place dans le temps, que ce soit du online, du offline, etc., agréger les données de manière à pouvoir travailler avec. Très important aussi, au passage, de valider le consentement de l'utilisateur, parce qu'on récupère des données de l'utilisateur et c'est très important de respecter la vie privée, et de connecter toute cette connaissance de manière intelligente, d'où le génome derrière. Ensuite, les marques vont commencer à créer leur modèle de marque. Donc, modèle de LLM, dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse, avec cette gestion de contexte, cette gestion de connaissances, qui va être réutilisée dans différents outils. Et dernière étape, extrêmement importante, cette capacité de fournir une expérience utilisateur qui soit à niveau. Que ce soit du online, en boutique ou ailleurs, à partir du moment où vous avez cette connaissance, à partir du moment où vous avez cette interaction, vous avez, c'est très important de fournir l'expérience utilisateur, donc les interfaces qui suivent derrière. Et si vous, comme beaucoup d'entreprises, vous vous posez la question de « Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment je démarre ? L'intelligence artificielle, c'est bien, mais par où je peux commencer ?» Chez Nagarro, on a une offre de départ qui permet justement d'accompagner tout le long de l'année sur tous ces sujets. Créer une certaine acculturation, dégrossir avec les vrais pain points de votre entreprise pour identifier les points où il serait judicieux de créer un modèle de données pour ensuite être capable de transformer ça en projet. Et je prends l'exemple par exemple du miroir connecté, qui est un sujet sur lequel nous travaillons. En fait, un miroir connecté, c'est tout un ensemble de technologies en 2024 qui se mélangent. C'est de l'intelligence artificielle, parce qu'on va discuter avec le miroir. C'est de l'internet des objets, parce que c'est un objet physique à déployer en boutique ou à déployer à la maison, avec tous les problèmes du monde physique. On dit toujours hardware is hard. C'est un problème de cloud architecture, parce que vous récupérez des données du miroir qui sont envoyées dans le cloud, où il faut les protéger, les sécuriser, etc., les agréger avec toutes les données dont on parlait. Et c'est aussi un sujet de métaverse, parce que c'est votre reflet qui apparaît dans le miroir. Potentiellement un avatar vous parle, potentiellement il y a toute une histoire de marque qui suit derrière, et donc tout un enjeu à suivre derrière en termes de métaverse. Et puis bien sûr l'expérience utilisateur, en fait le terme français c'est les native user interface, les interfaces naturelles, ou comment dans l'avenir on va plus travailler avec des tablettes ou ce genre de choses, mais l'humain va parler avec la machine et interagir avec la machine. Voilà le genre de choses qu'on réussit à faire et sur lesquelles nous travaillons chez Nagarro. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jean-Philippe, je vais peut-être me permettre de compléter par rapport à ce que tu as dit et par rapport à notre offre. En fait, la volonté qu'on a chez Nagarro en proposant donc cette offre innovation, donc d'accompagnement, c'est vraiment de se positionner comme un sparring partner par rapport à nos clients, puisque aujourd'hui, dans les services innovation de toutes les sociétés avec lesquelles on travaille, les idées fusent du matin au soir. Et on s'est rendu compte qu'il est important aujourd'hui que ces idées puissent être confrontées, alors soit à des cas qui ont déjà été mis en production et qu'on puisse voir est-ce que ce projet-là, est-ce que cette idée, est-ce qu'elle est pertinente dans mon entreprise? Et c'est ça ce qu'on va proposer dans cette offre d'accompagnement annuel. Donc c'est comme il l'a dit, on va pouvoir faire de la veille pour vous, on va pouvoir vous alimenter en newsletter, en informations qui peuvent être pertinentes dans votre secteur d'activité, en point de vue technologique aussi. Et donc, c'est tout ça que couvre l'offre qu'on propose dans cette partie accompagnement. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la journée d'Emma vous a intéressé? Est-ce que vous avez pu voir un petit peu tout ce que Emma a pu retirer de l'intelligence artificielle dans une journée classique et de sa vie? Sachant que je pense qu'on a atteint un objectif, c'est que au bout de la journée, Emma en fait était contente, puisqu'elle était plus frustrée par tous les problèmes, par toutes les problématiques qui étaient évoquées là. Et
Et c'est ce qu'on fait vraiment au quotidien. C'est arriver à ce que les clients de nos clients et nos clients, bien sûr, soient satisfaits pleinement des solutions qu'on leur développe et que eux-mêmes développent pour leurs clients eux. Donc voilà, on a fait le tour de cette partie Genome AI, donc en espérant que cette plateforme est quelque chose qui est éveillé, quelque chose en vous. Alors est-ce qu'il y a peut-être des questions pour finir, parce que là on me dit dans l'oreillette qu'on est presque au bout du temps. Donc est-ce qu'il y a peut-être des questions par rapport à ce que vous a présenté Jean-Philippe aujourd'hui? Ou si c'est pas maintenant, je vous invite aussi à nous rejoindre peut-être sur notre stand E03, donc tout au bout là-bas. Bon, il y fait un peu froid, hein, par rapport à ici, mais n'ayez pas peur. Mais donc on sera prêt à répondre à toutes vos questions si d'aventure il devait y en avoir. Merci en tout cas d'avoir écouté, en espérant que ça vous a intéressé. Merci beaucoup, encore très bonne journée à vous.